Nicolas Bavrez, merci de prolonger la discussion avec nous. Vous avez dressé un portrait de l'Europe et de la France assez négatif, assez pessimiste. Est-ce que vous avez quand même des points sur lesquels vous êtes optimiste ? Non, mais je crois qu'il existe des risques, que l'Europe et la France sont aujourd'hui vulnérables, mais qu'il y a aussi beaucoup d'espoir et beaucoup de raisons de croire en leur avenir. C'est vrai que le monde est en train de changer à vitesse accélérée. Il change en raison de sa démographie, il change en raison des mutations du capitalisme et de ses crises, il change en raison de la révolution numérique, de la crise écologique et puis des risques stratégiques, que ce soit le terrorisme islamique ou le réveil des empires turcs ou russes. Mais en même temps, et puis bien sûr, il y a le Brexit qui s'est rajouté donc à tous ces chocs et qui crée un doute sur la pérennité de l'Europe. En même temps, que ce soit la France ou l'Europe ont des atouts considérables. D'abord, il y a un capital humain extraordinaire, il y a des pôles d'excellence publics, privés, il y a des infrastructures, il y a un mode de vie, une civilisation et il y a surtout ce capital immatériel extraordinaire que sont le grand marché, l'état de droit que nous avons réussi à créer et cette unité des Européens, si nous arrivons à la recréer pour répondre à ces crises et à ces risques. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'arriver à remettre la politique en mouvement pour se doter d'institutions, de règles qui soient de nouveau adaptées. Et il y a, dans les points positifs, on s'aperçoit d'abord que quand on regarde les nations, il y a beaucoup de nations européennes qui ont réussi à faire des réformes considérables. On parle souvent de l'Allemagne, mais quand on regarde aujourd'hui l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le chemin qui a été parcouru est remarquable. Quand on regarde la zone euro également, elle a réussi à se transformer considérablement avec une banque centrale beaucoup plus solide, des politiques qui ont été changées, une solidarité renforcée et des règles qui sont également plus solides. Donc ça montre le chemin qu'il nous faut suivre. Aujourd'hui, dans 3 grandes voies. Premièrement, il faut absolument arriver à avoir une économie plus dynamique et ça suppose plus de solidarité pour avoir une politique plus favorable à la croissance et à l'emploi. Il faut incontestablement se préoccuper de la jeunesse parce que le sort de la jeunesse en Europe n'est pas acceptable. Et puis, il faut, mais en coordination avec les Britanniques, mais en utilisant leur départ, il faut créer une Union européenne pour la sécurité avec comme objectif, et c'est une demande très forte des citoyens européens, la lutte contre le terrorisme bien évidemment, la protection des frontières, la protection des infrastructures essentielles du continent. Et je crois que si on arrive à faire ceci, en fait, on peut assez rapidement rétablir la confiance en la capacité de la France à se réformer et à reprendre son rang parmi les grands pays développés, et de l'Europe à être un acteur à part entière de la mondialisation. Est-ce que le problème de la France, c'est pas qu'elle réfléchit aussi à trop court terme ? Les problèmes de la France sont en fait anciens. Le problème de la France, c'est qu'elle ajoute maintenant 3 séries de difficultés et donc elle est maintenant en déclin assez marqué. Il y a un modèle économique et social qui n'est plus soutenable parce que c'est 1% de la population mondiale, 3,5% de la production mondiale et 15% des transferts sociaux. Il y a par ailleurs maintenant une image qui est très dégradée, une défiance vis-à-vis de nos partenaires européens. Et puis il y a une dimension qui rajoute à la défiance, la dimension de la sécurité, qui est maintenant un problème pour l'économie. Mais c'est une situation qui peut parfaitement être surmontée. C'est une situation qui est difficile, mais c'est une situation qui peut parfaitement être surmontée si nous nous mettons à agir et pas à subir. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à faire. Relancer la production, ça c'est fondamental. Il faut effectivement avoir un marché du travail beaucoup plus dynamique, un système éducatif qui intègre et qui arrête de mettre 1 jeune sur 5 en situation d'exclusion. Il faut remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Il faut avoir une société plus ouverte pour les jeunes et pour les immigrés, les descendants d'immigrés. Et puis il faut avoir une stratégie globale de rétablissement de la sécurité qui ne peut pas être uniquement sécuritaire. Donc bien évidemment, il faut réinvestir dans l'État régalien, mais il faut aussi avoir des politiques qui intègrent beaucoup mieux, notamment via le système éducatif et le marché du travail.
Une dernière question, je fais un petit parallèle avec les entretiens école entreprise qui se déroulent actuellement à l'école polytechnique. Emmanuel Macron y était, y est encore, et il a notamment pointé du doigt le référendum en Italie qui va se tenir en octobre, référendum sur la réforme constitutionnelle qui pourrait retirer du pouvoir au Sénat italien. Est-ce qu'un non à ce référendum italien, ce qui serait un désaveu finalement de la politique de Matteo Renzi, pourrait déstabiliser un peu plus l'Europe ? Bien sûr, mais si vous voulez, à la suite du Brexit, c'est vrai que c'est le hasard du fonctionnement des démocraties, mais l'Europe va devoir par ailleurs affronter ses problèmes économiques et surtout le Brexit, les migrants, la pression des Russes et des Turcs. Par ailleurs, à un moment donné où les trois grands pays maintenant qui sont le socle de l'Union post-Brexit, vont affronter des échéances électorales majeures. Évidemment, il y a le référendum italien de novembre, mais il y a également l'élection présidentielle française de mai, et puis l'élection allemande, l'élection législative allemande de la fin de l'année. Donc c'est vrai que nous avons là une conjoncture qui va être compliquée à gérer, puisque ces trois échéances, donc trois incertitudes politiques très lourdes dans les trois pays majeurs, alors que le paradoxe veut que le Royaume-Uni est l'auteur à l'origine d'un choc majeur. Il est lui-même en position très difficile, mais il a une situation politique qui est beaucoup plus assurée, avec Madame May qui a une majorité solide et une opposition qui, elle, est déliquescente. Donc on a ce facteur de paradoxe supplémentaire. Mais ça devrait inciter, à mon avis, puisque aujourd'hui, tous les électeurs des grands pays ont une demande de sécurité. Et je pense que la meilleure réponse que pourraient avoir Mme Merkel, M. Hollande et M. Renzi, c'est précisément d'accélérer la formulation d'un projet européen post-Brexit. Parce que c'est une manière de redonner confiance et une manière d'apporter de la sécurité. Or, aujourd'hui, c'est vrai que toutes nos démocraties, les classes moyennes sont déstabilisées, les populismes sont déchaînés, les institutions sont fragilisées. Donc, y compris, je pense, dans leur intérêt électoral, je pense qu'au lieu d'avoir une stratégie d'attente, ce serait beaucoup plus adroit de leur part, y compris sur le plan électoral, d'essayer d'apporter une réponse solide au plan européen et une réponse rapide, à la fois en proposant une stratégie, un calendrier de sortie pour le Royaume-Uni et surtout un projet solide pour l'Europe post-Brexit, pour une véritable refondation de l'Europe où la notion de sécurité devrait être fondamentale.